connaissance, recherche, science, et sciences, mathématiques, théorie, physique, philosophie, conférences, archéologie, nature. Merci de ces propos introductifs. Je souhaiterais remercier Esther ainsi que les autres organisateurs de m'avoir invité et Bertha pour parler de notre expérience. Alors, hier, en écoutant Esther, j'ai eu l'idée suivante. Il fallait avoir quelqu'un, n'est-ce pas, qui travaille sur le terrain et en conjointement avec une institution publique. Et je pense que ce programme est vraiment très intéressant, ainsi que l'a dit Esther. Il y a un instant, ce programme s'inscrit dans une nouvelle vague d'interventions dédiées pour accumuler les ressources humaines propices au développement dans les pays en développement. Alors, je peux vous parler de cette évaluation, l'expérience que nous avons retirée. Pour moi, pour ma part, c'était quelque chose de très instructif. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que nous retrouvons, n'est-ce pas, des interactions entre les académiques, personnels académiques et les personnels sur le terrain. C'est quelque chose que nous rencontrons et qui sont d'autres sphères. Mais je devais parler dans un premier temps des antécédents, donc le travail en amont du programme, les résultats du programme, ensuite mesurer l'impact de ce programme. Et suite à cela, je vais parler de la politique touchant donc à ce programme. Donc voici le déroulé de ma présentation. Ainsi que l'a dit Esther, le programme que nous avons évalué, le programme traite des transferts monétaires conditionnels et les transferts, ces transferts en numéraire conditionnés à certains comportements, typiquement un comportement lié à l'éducation, à la santé, les investissements en la matière, investissements consentis par le foyer en question. Alors, la plupart de ces transferts ont pour objet les femmes, et j'y reviendrai dans un instant. La population cible, ce sont les femmes, et les premiers programmes de ce type ont été lancés au Mexique et au Brésil. Progressa, quant à lui, confère davantage de transparence, de visibilité, en raison, en fait, de l'évaluation qu'il a opérée. Progressa a démarré en 97, et à l'époque, le gouvernement au Mexique a eu l'idée suivante, sachant qu'ils allaient développer des programmes de grande ampleur, destinés à l'époque de toucher 10 000 villages au Mexique, 10 millions d'individus ainsi touchés. Le gouvernement mexicain pensait que il fallait vraiment évaluer cette initiative. Donc, ils ont façonné ce programme et pour le motiver politiquement, économiquement, ils ont dit, on va pas pouvoir traiter ces 10 000 villages immédiatement pour les raisons logistiques. Ça va nous prendre peut-être 2 ans pour faire cela. Donc, ils ont identifié, ils ont pris un échantillon de 506 communautés au départ. Et donc, les premiers programmes ont commencé en juin 1998 et les derniers projets qu'ils ont lancés en 1999. Donc, c'est une fenêtre de temps dans laquelle ils ont récolté des données pour façonner des indicateurs afin d'évaluer
d'évaluer l'impact et les données étaient collectées, n'est-ce pas, sur combien d'élèves ont été envoyés à l'école, ainsi que d'autres éléments. Mais cette évaluation donc était mandatée par le gouvernement mexicain et exécutée par IFPRI. C'est un centre d'études basé à Washington, situé à Washington. Cette évaluation portait sur certaines issues, certains résultats, et c'était un programme très visible dans la sphère académique, universitaire. Alors, selon certains, l'évaluation et la visibilité qu'a conféré l'évaluation, c'est ça qui a expliqué la pérennité du programme au Mexique. Chaque fois, le mandat présidentiel dure 6 ans et au cours des 70 ans écoulés, chaque nouveau président lançait un nouveau programme afin de lutter contre la pauvreté dans les zones rurales au Mexique. Alors la première fois qu'un programme a su se maintenir d'administration en administration, de mandat en mandat, c'était dans 2000. Quand Fox est devenu président. Et soit dit en passant, c'était vraiment un changement de taille parce que c'est la première fois qu'une autre formation politique a pris les pouvoirs, a été élue. Et donc, le programme a survécu. Et quand Calderón a remplacé Fox en 2006, le programme a survécu à ce changement politique. Et quelque chose qui est assez pertinent à ce sujet, il y avait un retour du bâton contre la randomisation comme pratique scientifique. Alors, j'étais au Mexico City en janvier 2001 et Reforma, c'est le quotidien qui jouit de la plus grosse diffusion au Mexique et le quotidien a titré un jour avec un article qui s'intitulait « Contre la randomisation ». Alors, la teneur de cet article était... Bon, il y avait un petit dessin d'un professeur fou avec une croix gammée sur un brassard. Et l'article développait cet argument qui consistait à dire que voilà, ce professeur faisait subir des expériences sur de pauvres gens à l'image des gardes nazis dans les camps de concentration. Alors c'était assez étonnant, assez frappant comme article. Et l'argument développé par cet article était le suivant. Comment est-ce que vous pouvez, d'un point de vue éthique, comment est-ce que vous pouvez nier aux gens, priver certaines choses aux gens? Autrement dit, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, quand on songe à la nutrition infantile, comment est-ce qu'on peut priver les familles de cette possibilité? Et donc, cela a créé une grande résistance qui s'est dressée contre la randomisation au Mexique. Par exemple, quand j'étais impliqué dans l'évaluation de l'expansion urbaine du grand centre urbain au Mexique, la randomisation était exclue au Mexique. Les responsables disaient, nous voulions le faire, mais après la parution de cet article, nous ne pouvons pas le faire. Alors, est-ce que je dois répliquer face à ces critiques donc développées par ce journaliste dans le cadre de son article et repris par certains parlementaires mexicains? Mais la réponse est peut-être facile. Sans la randomisation, ils ne pouvaient même pas dire qu'il n'y avait pas d'impact ou il y avait d'impact. Et les Mexicains étaient très prudents quand il s'agissait de la dimension éthique de cette action, l'évaluation, de façon explicite, était façonnée de sorte que personne ne soit écarté, que tout était fondé sur les contraintes existantes, fondé sur les contraintes budgétaires et à exploiter de façon très intelligente les problèmes logistiques soulevés par cette expansion urbaine. Mais ce retour du bâton, c'était somme toute quand même un problème significatif au Mexique. Alors pourquoi tous ces propos introductifs? Eh bien parce que cela était vrai aussi en Colombie. Alors après le succès initial, ce type de programme est devenu à la mode et les grandes institutions financières, le IADB et la Banque mondiale se sont impliqués dans ce type de projet. En 2000-2001, le gouvernement colombien travaillait sur certaines mesures destinées à traiter, remédier
la plus grande crise qui avait affligé l'économie colombienne depuis longtemps, le chômage en recrudescence, la pauvreté en recrudescence. Donc la Banque mondiale et l'IADB a consenti un prêt au bénéfice du gouvernement colombien, 400 millions de dollars, je pense, si je me souviens bien, pour financer de nouvelles mesures. Alors, deuxième et troisième, c'était un programme visant le marché du travail, un programme de formation professionnelle, mais le premier était le CCT, donc c'est transfert monétaire conditionnel, semblable à Progressa. Et ces deux institutions ont insisté qu'il fallait absolument conduire une évaluation. Et c'était vraiment inscrit dans les termes et conditions régissant le consentement du prêt. Donc 1% du prêt devait être consenti à la réalisation de cette étude d'impact, et ces évaluations devaient être représentatives sur l'ensemble du territoire. Donc c'était quoi ces familles sur l'action? C'était vraiment copie conforme de Progressa. Dans un premier temps, c'était opéré sur une base géographique, donc plusieurs villes étaient éligibles. Et au sein même de ces villes, ils ont identifié les foyers éligibles. À Progressa, quant à lui, ils ont conduit des enquêtes spécifiques qui ont identifié dans la zone étudiée quels étaient les foyers les plus pauvres. En Colombie, au contrario, ils avaient des systèmes de ciblage différents. Et chaque foyer en Colombie est censé être évalué périodiquement. Et ils ont attribué un score. Et en fonction sur la base de ce score, ils sont octroyés. Enfin, ils sont attribués à une catégorie, 1, 2, 3, 4, 5, 6 catégories, donc 6 ben 1 dans ce cas précis. Et cela vous donne ça vous confère la possibilité d'avoir accès à ces prestations. Donc 6 ben 1, c'est pour les catégories les plus pauvres qui recouvrent 20% des foyers. Et donc, pour être éligible, il fallait résider dans l'une des villes où ce programme a été développé. Je vais en parler dans un instant. Il fallait être résident dans cette ville depuis décembre 1999 et avoir des enfants dans la tranche d'âge 0 jusqu'à 17 ans. Il y avait deux composantes supplémentaires. Vous étiez éligible si vous aviez des enfants entre 0 et 6, c'est par foyer, non pas par enfant. Et $20 par mois et une composante éducation, $14 par mois par enfant dans le système primaire et $28 pour un enfant en secondaire. Donc, d'autres conditions pour les jeunes enfants. Pour l'aspect nutrition, il fallait emmener des enfants à des cliniques pour avoir des évaluations périodiques. C'était pris très au sérieux. Il fallait que les mères s'appliquent dans certaines activités, des réunions notamment, au cours desquelles les mères évoquent des sujets qui les touchent de près. Alors, à l'instar de Progressa, ce volet n'a pas été vraiment suivi de très près, n'était pas contrôlé de façon très rigoureuse, incompatible avec une solution de garde communautaire préexistante. Si vous vouliez donc inscrire votre enfant pour bénéficier de la composante nutritionnelle et bénéficier de cette somme, vous allez perdre ainsi votre éligibilité à cette solution de garde. Et donc, je vais y revenir dans un instant. Et à l'image de Progressa au Mexique, les concepteurs de ce programme étaient très soucieux d'avoir un impact délétère sur le taux de fertilité. Et ainsi, ce qu'ils ont fait, c'est que seuls les enfants qui étaient, si vous avez les enfants après le déploiement du programme, les enfants n'étaient pas pris en compte par les critères. Pour les enfants plus âgés, c'était plus simple. Il fallait les inscrire à l'école. Il fallait absolument que ces enfants assistent à leurs cours. Alors, les IFS, c'est un centre basé à Londres
qui travaille en partenariat avec 2 entités colombiennes, des instituts de recherche en économétrie. Et c'était aussi, il y a SAI qui est une entité de collecte de données. Alors nous sommes entrés en concurrence pour gagner ce contrat. Donc nous avons gagné ce contrat pour conduire ce programme. Et ce que nous voulions faire, c'est faire quelque chose semblable à ce qui a fait Progressa. Donc il fallait donc randomiser ce programme à travers des centres urbains en Colombie. Donc une fois le contrat gagné, c'était 2001, décembre 2001, les conditions du contrat faisaient l'objet d'une négociation au cours de quelques mois entre le consortium, le partenariat, l'IADB et la Banque mondiale. C'était le département de planification nationale et le bureau du président qui ont été les deux entités en charge du pilotage. À un moment donné, les personnes responsables du programme ont entré dans une réunion en janvier 2002 et ils ont dit si vous voulez faire de la randomisation, oubliez ça tout de suite parce que vous n'allez pas le faire, la randomisation. Et nous avons répliqué, pourquoi? Et la personne a répondu, parce que je l'ai dit. Voilà, donc randomisation poubelle. Il y avait l'échéance électorale pour mars 2002, ce qui signifiait que le bureau du président était très soucieux du besoin d'étendre le programme aussi rapidement que possible. Et cette administration et les gens responsables du programme à l'époque diffèrent de ceux qui en sont responsables aujourd'hui. Et à l'époque, ils s'intéressaient très peu à l'évaluation. Et d'après ce que j'ai compris, il existait très peu de communication. Enfin, j'ai passé beaucoup d'heures à les sensibiliser à la question, mais il n'existait pas beaucoup de communication sur les tenants et les aboutissants de l'évaluation. Alors, les autres acteurs avaient étaient très impliqués dans les efforts, l'IADB et la Banque mondiale, notamment. Donc, à l'occasion des réunions de décembre, il y avait toujours des débats. Ils étaient toujours d'accord avec ce que nous voulions proposer. Donc, nous nous sommes mis d'accord à l'occasion d'une réunion que le bureau de la présidence, le gouvernement, en fait, nous donne une liste de municipalités dans lesquelles ils étaient présents, donc 627 sur les 1000 qui existent en Colombie. Les critères d'inclusion dans cette liste étaient les suivants, donc des villes avec moins de 100 000 habitants. Il ne fallait pas que ce soit des capitales départementales. Nous en avions quelques-unes de moins de 100 000 habitants qui ont été exclues, avec suffisamment d'infrastructures en santé et en éducation. Donc, les toutes petites villes, les villes très isolées étaient exclues, mais c'était la même chose pour Progressa. Il fallait évidemment qu'on puisse proposer aux familles des infrastructures qui leur permettent d'envoyer leurs enfants à l'école si on leur demandait de le faire. Par ailleurs, il fallait qu'il y ait des listes de bénéficiaires qui soient à jour pour pouvoir identifier les bénéficiaires éligibles. Et autre condition, il fallait qu'il y ait une agence bancaire dans la ville. Important parce que la Colombie, à cette époque-là, était en plein conflit, en pleine guerre civile. Et les choses étaient gérées de façon très approximative. Les petites villes en Colombie, entre 1999 et 2004-2005, étaient des lieux très très dangereux pour la plupart d'entre elles. Donc le gouvernement pensait qu'il était impossible pour les représentants du programme de se promener comme ça avec des valises d'argent en liquide. Donc il fallait qu'il y ait une agence bancaire pour les transferts d'argent. Donc tout cela encore a eu pour effet d'exclure toute une série de villes. Donc ceci va être important dans le cadre de l'évaluation, comme vous pouvez l'imaginer. Il y avait une ville où le patron de la banque a été tué par la guérilla et donc du coup la ville a été sortie de la liste.
on nous a demandé de choisir les villes témoins à partir des villes qui restaient. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons classé les villes traitement en 25 groupes par géographie et par niveau d'infrastructure en santé et en éducation. Ceci fait, nous avons sélectionné 2 villes par catégorie, grosso modo, et c'était notre échantillon témoin. Puis ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en correspondance dans une seule catégorie, on a essayé d'identifier des villes qui étaient similaires parmi la population témoin. Donc les villes témoins étaient similaires aux villes traitement parce qu'elles étaient dans la même catégorie, donc dans la même zone géographique, avec le même niveau d'infrastructure dans l'ensemble. Et pour 2 villes dans le groupe traitement, nous recherchions 2 villes ayant le même indice de qualité de vie, les mêmes infrastructures. Et vous savez que les indices de qualité de vie étaient calculés régulièrement au niveau des villes. Donc, la plupart des villes contrôle étaient des villes témoins, étaient des villes témoins parce qu'elles n'avaient pas de banque. Dans certains cas, nous avons combiné 2 petites villes, c'était 2 municipalités plus petites, surtout dans la région des Andes en Colombie, où vous avez un très grand nombre de toutes petites villes qui sont très proches les unes des autres. Donc, nous avions 65 villes témoins et 57 villes dans le groupe de traitement. Nous avons commencé à mettre en place une enquête initiale pour le mois de juin-août 2002 avec des suivis en 2003 et 2005. Puis en janvier 2002, à la fin du mois de janvier, à cause des élections présidentielles qui approchaient, la présidence nous a dit, bon, maintenant on va commencer les paiements un peu partout. Donc nous, on avait la possibilité donc d'avoir une enquête initiale, intermédiaire et finale. Et c'était ce que nous avions prévu et du coup nous avons été très frustrés. Le rôle de la Banque mondiale et de l'IDB a été énorme à ce moment-là parce que nous les avons, ils nous ont aidés à faire des choses que nous n'aurions pas pu faire par nous-mêmes. Donc nous sommes parvenus, après de très longues négociations, nous sommes parvenus à convaincre le gouvernement de conserver un certain nombre de villes en dehors du programme de paiement jusqu'à ce que nous ayons eu le temps de faire l'enquête de départ. Donc certains traitements ont commencé début 2002 et lorsque nous sommes allés sur le terrain en juin 2002, les paiements étaient déjà commencés. Mais heureusement, nous avions réussi à conserver quelques villes qui étaient tenues à l'écart. Donc, du coup, notre échantillon de traitement a été divisé en 2 catégories. Ce que nous appelions les TSP, les traitements sans paiement, et ce que nous avons appelé les TCP, les traitements avec paiement ou les TAP, traitements avec paiement, parce que c'était les villes qui avaient donc, pour lesquelles le gouvernement avait décidé de procéder au paiement. La méthodologie. Compte tenu de la situation et de notre ensemble de données, nous avons pas mal travaillé pour introduire des modules nous permettant de collecter des informations de manière rétrospective. Et nous avons collecté une base de données sur 11 500 foyers et nous avons combiné cela avec une enquête sur les infrastructures. Il fallait donc des écoles, on a essayé de voir s'il y avait des structures de santé, des hôpitaux. Nous avons ensuite mis cela en corrélation avec la base de données administrative et je suis très fier de pouvoir dire que sur les 11 500 foyers que nous avions interviewés en 2002, eh bien, en 2005, nous avons pu faire les correspondances avec le données administratif sur le programme de paiement et nous n'avons été obligés d'exclure qu'une petite centaine de foyers parce qu'ils avaient commencé à recevoir des paiements. Donc ça, c'était très bien. Nous avons aussi travaillé sur un ensemble de données fournies par les localités, par
les maires des villes, mais également les curés de village ou le médecin du village. Et nous avions également des enquêtes réalisées par les gens qui mettaient en place le programme. Tout ceci a dû être négocié parce que le gouvernement nous a dit tout cela est la propriété du gouvernement colombien, vous n'avez pas le droit d'utiliser ces données, mais nous avons négocié une clause dans notre contrat pour que l'enquête puisse être rendue publique et elle est désormais disponible sur le site web de l'IDB. L'enquête sur les foyers comprenait plusieurs modules, a duré plusieurs heures. L'entretien moyen durait 3 heures. Nous avions un module sur les dépenses de consommation alimentaire et différents autres modules, notamment pour essayer de bien comprendre où ces foyers vivaient par rapport au centre-ville. Nous avions des données anthropométriques, taille, poids, etc. Nous avions également des mesures médicales. Nous avons notamment calculé les données sanguines sur les enfants et nous avons eu très peu d'attrition entre l'enquête de départ et la première enquête de suivi. Le taux d'attrition était aux alentours de 10%. Et compte tenu du contexte en Colombie, c'était un résultat très satisfaisant. Voici ici la taille type d'un échantillon dans nos 3 bases de données et je voulais simplement ici vous montrer quelques-uns des impacts notés. Ici, une courbe du taux d'enrôlement par âge des enfants. En bleu, vous avez la courbe des données rétrospectives, alors qu'en jaune et en rouge, vous avez en jaune la courbe de l'enquête de départ et en rouge la courbe de suivi. Donc maintenant, très rapidement sur les impacts, parce que je voudrais plutôt prendre du temps pour soulever quelques conclusions. Donc, dans notre méthodologie, nous avions la possibilité de faire plusieurs types de mise en correspondance et nous avons également obtenu des résultats assez robustes qui ne sont pas très différents des résultats obtenus par Progressad en zone rurale. Donc, vous allez voir ici les résultats après la première enquête de suivi, donc les données collationnées une année après l'enquête de départ, et les résultats de la deuxième enquête de suivi qui ont été collectés entre 2005 et 2006. Et je fais toujours la distinction entre les zones urbaines et les zones rurales. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, il s'agit là de villes relativement petites, comme nous l'avons vu dès le départ, et nos échantillons étaient séparés en 2 parties. Un tiers des échantillons vivaient dans des centres-villes, ce que l'on appelle des cabeceras municipales en espagnol, et le reste était dispersé dans l'environnement rural. Donc, les gens qui vivent dans un environnement rural sont traditionnellement plus pauvres, avec des familles avec plus de personnes dans les familles, etc. Donc, pour ce qui est des enfants allant à l'école, on voit qu'il y a peu d'effets sur les enfants jeunes d'âge primaire. Les taux de scolarisation sont plutôt élevés en Amérique latine. Et on voit un léger impact dans le monde rural. Par contre, vous avez un impact assez important sur les enfants d'âge supérieur, surtout dans les zones rurales, même si l'impact en zone urbaine est plus limité. Maintenant, l'augmentation de la consommation, et notamment on constate quelque chose que je trouve remarquable, bien que ce soit une constante dans de nombreuses enquêtes, c'est que l'augmentation de la consommation alimentaire
est équivalente plus ou moins à l'augmentation générale de consommation. Si l'alimentation était une véritable nécessité, on s'attendrait à ce qu'en termes de pourcentage, la consommation alimentaire augmente plus rapidement que la consommation totale. Mais ici, ça ne s'est pas produit. Et pour les économistes qui sont présents dans le public, si vous avez à l'esprit une courbe qui descend, eh bien, ici, vous constatez l'effet inverse. On ne descend pas parce que systématiquement, la consommation alimentaire a augmenté. Et vous voyez ici, 16% pour la première enquête de suivi dans les zones urbaines et 14,7% pour ce qui est de l'augmentation de la consommation totale. Donc, vous avez une augmentation de la part de la consommation ici. Autre chose à dire, c'est que toute la subvention de consommation n'a pas été consommée. Seuls 78-80% de cette subvention de consommation a été consommée. À peu près la même chose que ce qui a été constaté dans d'autres pays. Donc, on constate également une légère augmentation de la consommation de produits alimentaires pour les enfants. Voici les données sur la consommation alimentaire des jeunes enfants. Donc, le nombre d'œufs consommés par semaine ou de bœufs consommés par semaine. Et on constate des augmentations significatives de la consommation de ce type d'aliments. Et voici ici, on n'a pas constaté d'impact sur les vaccinations, mais le taux de vaccination, la couverture vaccinale est déjà très bonne dans le pays. Ici, la croissance et le développement. Vous voyez ici l'impact très important sur la période d'âge 0-24 mois et les enfants, sur les enfants plus jeunes, sur la période 24-48 mois, pardon. Pourquoi? Parce que les enfants qui sont plus jeunes sont des nouveau-nés, donc les mères ne les amènent pas pour les visites médicales, ce qui explique, parce que ce n'était pas obligatoire dans le cadre du programme, puisque ces nouveau-nés est exclu du cadre du programme, donc ce qui explique les résultats. Ici, vous avez les effets sur la taille et le poids des enfants. Donc, les troisième et quatrième colonnes, c'est le poids par âge et le poids par taille. Excusez-moi. Donc, vous voyez ici qu'il y a un véritable impact pour les enfants âgés de moins de 6 ans. Et dans les zones rurales, vous avez 0,2 un écart type de 0,2 sur le résultat, ce qui est évidemment un résultat tout à fait intéressant et important. Encore une fois, en zone rurale, on constate une réduction substantielle de la prévalence des diarrhées chez les jeunes enfants. En revanche, pas de différence dans les zones urbaines. Maintenant, si vous voulez un résumé des résultats, on constate un effet notable sur l'éducation, surtout sur les enfants plus âgés dans les zones rurales, quelques effets sur le travail des enfants et aucun effet sur le travail des adultes. Pour ce qui est de la consommation, elle augmente. La consommation alimentaire augmente dans les mêmes proportions et la totalité de la subvention n'est pas consommée. Et on constate également une augmentation de la consommation des aliments sains ou bons pour la santé. Pour ce qui est des programmes alternatifs, maintenant, parce qu'on nous avait également demandé d'évaluer des programmes préexistants. Et voilà ce qu'on nous avait demandé de faire au niveau du gouvernement. Et on a constaté qu'il existait un programme qui était énorme et tout à fait adapté à la population. C'était une communauté de nurseries locales et qui s'appelait Hogares Comunitarios, qui à l'époque était considéré par le gouvernement comme une alternative à Families in Action. Et Families in Action avait dit si on veut continuer le programme, il faut un demi-million de dollars pour le poursuivre. Et
Hogares Comunitarios a donc été le programme qui a été mis en place à partir de 2006 et qui a été déployé sur tout le territoire de la Colombie. Donc, ici, vous oubliez, hein, randomisation, tout ça, vous oubliez. Toutes les villes, toutes les municipalités bénéficiaient de ce programme. Cela concernait plus d'1 million d'enfants dans plus de 80 000 nurseries ou crèches, mais rien n'avait été évalué. Donc, nous avons suivi une approche IV. Nous avons utilisé comme critère la distance de la crèche la plus proche, la distance qu'avait à voyager la mère, et voici les résultats que nous avons obtenus. Il va falloir que j'accélère un petit peu, mais si vous regardez les résultats ici, vous avez un effet très important du programme sur le développement des enfants. Donc ici, les résultats sont ceux que nous avons présentés, et dans le même temps, nous avons également présenté les résultats donc de Familias et de Hogares, en même temps, au gouvernement. Ceci a été réalisé en 2004. Et en 2004, ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait cette présentation à Bogota. Il y avait à cette conférence plus de 500 personnes qui ont vu cette présentation. Et il y a eu une bonne couverture dans la presse, avec une grande visibilité. Et ensuite, nous avons fait une présentation spécifique pour la presse, pour leur expliquer de façon explicite les différences entre Hogares et Familias. En 2006, pour la deuxième édition, nous avions insisté sur les effets plus limités dans les zones urbaines. Et à cette époque-là, en fait, c'était l'époque où ils envisageaient d'étendre cela aux zones urbaines, et nous leur avons dit qu'il était difficile d'extrapoler les résultats aux zones urbaines et qu'il fallait procéder à une évaluation grâce à un pilote. Et maintenant, je vais passer la parole à Berta Briceño, qui a la vue depuis le 36e étage de ce grand building à Bogota. Donc une très belle vue sur le programme. Donc, bonjour à tous et merci de m'avoir invité et merci au Collège de France d'organiser cette conférence. Je suis ici pour partager avec vous ce que nous avons fait en Colombie et je vais vous donner le contexte politique de tout cela. Ceci va être un petit peu différent de tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent parce que je pense que très peu de pays ont une enquête telle que la nôtre. Donc, d'où est-ce que je viens pour commencer? Eh bien, je travaille au DNP, qui est le programme national de développement, de planification, pardon, qui est une agence gouvernementale en Colombie qui essaye de décliner les politiques économiques. Vous savez que dès les années 70, tous les pays d'Amérique latine ont mis en place des ministères de la planification et nous sommes une agence qui s'occupe de cela. Il y en a une similaire au Brésil et il est très intéressant pour nous d'avoir cette agence. Donc, voilà l'état d'esprit, grosso modo, dans lequel nous avons mis en place cette Agence nationale de la planification. Nous avons également une autre institution assez unique qui s'appelle Synergia, qui est le système national d'évaluation des résultats et des performances des services publics. C'est donc le gouvernement central qui évalue régulièrement les performances de ces services. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a eu cette évaluation de Families in Action? Eh bien, tout d'abord, il y a eu un processus institutionnel large pour construire un système au début des années 90. Deuxièmement, nous avons connu la crise économique très forte à la fin des années 90 et nous n'avions pas de
mesures de sécurité en place à cette époque-là et de filets de sécurité en place. Et je vais vous en reparler en quelques mots tout à l'heure. Et c'est la raison pour laquelle nous avions besoin de mettre en place un programme social rapidement qui soit en mesure d'atteindre les populations qui étaient très affectées par la crise. Et ensuite, il y a eu l'implication des banques de développement multilatérales. C'était très important, comme on l'a dit précédemment, parce qu'ils avaient l'expérience des modalités d'évaluation et ils étaient là pour nous donner un coup de main pendant la crise et ils nous ont également financé avec des montants assez importants, ce qui nous a donné une fenêtre d'opportunité pour procéder à l'évaluation des programmes. Donc, ces trois aspects, de mon point de vue, sont les raisons derrière le programme d'évaluation de Familias in Action. Donc, pourquoi est-ce que le gouvernement a décidé de commencer à créer une institution d'évaluation des programmes? Je pense que en fait, tout provient d'une réforme, d'un accord social qui a été passé en Colombie au début des années 90. Nous avons donc eu une nouvelle constitution notre gouvernement a rédigé une nouvelle constitution et cette constitution a essayé d'offrir plus de possibilités de participation aux citoyens, de telle sorte que les citoyens comprennent bien le rôle de l'État et la constitution prévoyait également des dispositions qui responsabilisait les fonctionnaires vis-à-vis des citoyens. Donc, c'était l'une des résolutions et une loi en 1994 a donné a conféré ce mandat d'évaluation au DNP. Donc, c'est à nous que revient la tâche d'évaluer les programmes du gouvernement et de contrôler les systèmes et d'être en quelque sorte responsable des résultats. Donc, le gouvernement a décidé de commencer à travailler là-dessus à partir du milieu des années 90. Nous avons commencé à réfléchir aux évaluations et auto-évaluations. Et les agences, dans la plupart des cas, mettaient en place des programmes par elles-mêmes. Ensuite, nous avons commencé à introduire des indicateurs de contrôle des performances au niveau des différentes agences gouvernementales. Et enfin, nous avons travaillé sur des bases conceptuelles pour voir ce que nous devions fournir comme résultat. Le système a ensuite été créé formellement en 1994. En l'an 2000, alors comme je vous le disais, fin des années 90, nous avons vécu une crise économique et la Banque mondiale a financé ce que nous appelons un filet de sécurité parce que nous n'en avions pas. Donc ce filet de sécurité, c'était 3 programmes. Les Familias en Action, Empleo en Action et Jóvenes en Action, qui était un programme de formation pour les jeunes. Et ces programmes étaient des programmes d'intervention clés que nous devions d'évaluer et les financements comprenaient l'évaluation de ces programmes. C'était 1% du budget global. Et pour mener ces évaluations, nous n'étions qu'un petit bureau qui venait de se mettre en place 5 ans plus tôt. Nous n'avions pas beaucoup d'expérience dans l'évaluation, mais nous étions là et nous étions la contrepartie des banques et des gestionnaires des programmes. Donc, nous avons mis en place un petit groupe. Ce petit groupe a géré les évaluations, puisque auparavant, les groupes d'évaluation étaient intégrés aux agences qui géraient les programmes et qui donc faisaient partie du gouvernement. Puis, petit à petit, elles se sont séparées pour former un groupe d'évaluation à part entière. Enfin, pour l'évaluation de Familias in Action, nous avons commencé cette évaluation qui était un petit peu notre évaluation exemplaire. Nous voulions démontrer l'utilité de cette évaluation. Et c'est à cette occasion qu'a été formalisé le rôle de notre agence, la DNP. Aujourd'hui, nous avons un ordre du jour d'évaluation que nous mettons en œuvre pratiquement au quotidien. Les plans d'évaluation courent sur 2 à 3 ans et nous avons également un comité d'évaluation qui est donc l'organisme qui décide des priorités des programmes à évaluer. À l'heure actuelle, nous avons réalisé 24 évaluations depuis 2007. Toutes ne sont pas des évaluations d'impact, car nous procédons aussi à d'autres types d'évaluations, et nous avons 17 évaluations en cours.
Tout ceci a été formalisé par une déclaration politique en 2004. Donc maintenant, l'évaluation fait partie des missions de l'agence DNP. Voici ce qu'ont dit d'anciens directeurs de l'agence DNP et des gens qui reconnaissent que l'évaluation est l'une des composantes essentielles de la mission de la DNP. Donc, quel est notre rôle aujourd'hui? Eh bien, nous sommes en quelque sorte un intermédiaire. Mon bureau est l'intermédiaire entre le programme en cours d'évaluation et les évaluateurs externes. Le programme en cours d'évaluation est bien entendu géré par les agences, le ministère, le gouvernement ou autres institutions au sein du gouvernement. L'évaluateur externe est en général une entreprise de consultants, un centre de recherche. Ce que nous essayons de faire, c'est d'assurer l'indépendance. Nous évaluons des programmes du gouvernement, donc il est difficile. Vous savez, il peut y avoir éventuellement conflit d'intérêts parce que quelques personnes nous disent « mais attendez, vous vous évaluez vous-même ». Mais ce que nous essayons de faire, c'est que la DNP soit vraiment là au milieu du gué entre les ministères et les intermédiaires, les firmes, les entreprises externes. Et nous assurons que les évaluateurs soient totalement indépendants. C'est notre rôle. Et parmi nos responsabilités, nous devons également passer les contrats, nous devons contrôler différentes choses. Nous savons que les ministères veulent souvent procéder aux évaluations par eux-mêmes, mais ne disposent pas des outils méthodologiques ou n'ont même pas la rigueur méthodologique. Et quelquefois, ils nous publient ce qu'ils appellent des études d'impact ou des évaluations d'impact, mais dans lesquelles ils n'incluent même pas de groupe témoin. Donc voilà ce qu'on essaye de faire et nous essayons évidemment de construire les capacités au niveau du secteur public. Donc ça par la formation, etc., etc. Donc maintenant le cas de Familias in Action, très rapidement. Comme je le disais, c'était quelque chose de très important avec beaucoup d'influence. Pourquoi? Eh bien, pourquoi est-ce que les managers viendraient nous voir pour demander à être évalués? Eh bien, tout d'abord parce qu'il y avait la Banque mondiale derrière, ça c'est évident, mais aussi parce que les managers se sont rendus compte que c'était une possibilité pour eux d'obtenir une grande visibilité au niveau du programme. Le programme a donné beaucoup de visibilité tant au gouvernement qu'aux managers du programme. Donc c'était un bon exemple. Il y avait également un besoin pour le gouvernement. Vous savez, le gouvernement venait d'arriver au pouvoir. Donc, le programme a été mis en place sous le gouvernement de Pastrana de 1998 à 2002. Quand Uribe est arrivé au pouvoir, ils avaient besoin d'un programme social, ils avaient besoin d'un programme qui puisse mettre en place des politiques sociales et ils étaient à la recherche de quelque chose. Et ils ont vu les résultats des évaluations et ils ont constaté que cela permettait à Familias in Action de survivre à la transition d'un gouvernement à un autre et que c'était également le programme qui leur permettait de mettre en lumière leur politique sociale, ce qui était important pour le gouvernement et pour les managers. Ensuite, le programme a été diffusé très largement dans les académies et dans les cercles gouvernementaux et multilatéraux. Après l'expansion du programme a ensuite été justifiée par les résultats de l'évaluation. Mais ce que nous avons appris et comment avons-nous utilisé les résultats de l'évaluation, c'est très important du point de vue du gouvernement. Nous avons dépensé 2,5 millions de dollars dans ces évaluations. Donc il fallait que nous sachions qu'elles étaient utiles à quelque chose. Et voici quelques-uns des points que nous avons ressortis à partir des résultats de l'évaluation de ces programmes. Vous voyez qu'il y a des points qui ont beaucoup d'impact, par exemple éliminer la non-éligibilité des municipalités qui ne disposaient pas d'une agence bancaire, éliminer la non-éligibilité des bénéficiaires des programmes HCB, réduire les montants des
bourses ou des subventions pour l'éducation primaire en zone urbaine. Comme vous l'avez vu sur les tableaux qui vous ont été montrés tout à l'heure, il y a déjà un très bon niveau de scolarisation en zone urbaine. Donc il n'était pas nécessaire d'investir tant que cela pour maintenir les enfants à l'école, puisque de toute façon ils y allaient. Donc il fallait réduire ces subventions et augmenter les subventions pour l'éducation secondaire. Donc on a donné des subventions plus importantes aux enfants qui allaient poursuivre leur éducation dans le système secondaire. Et nous avons donc mis en place un programme pour augmenter progressivement les subventions au fur et à mesure que les enfants continuaient à aller à l'école. Et il y avait également une bourse pour le passage des examens. Et enfin, l'évaluation est un bien public. Je pense que ceci est très important également. La base de données familiales, c'est une base de données publique et est devenue une source d'information. Elle est devenue une source d'information et de recherche pour les techniciens en sciences sociales et a été étudiée par différents professionnels. Je pense que c'est tout à fait important et bien entendu, nous encourageons l'utilisation de cette base de données. Par ailleurs, d'autres évaluations sont nées de cette expérience, comme par exemple le programme de crèche communautaire a été évalué après que nous ayons obtenu les résultats de l'enquête Familias in Action. Donc nous avons mis en place ce programme d'évaluation des crèches communautaires, c'est le programme que l'on appelle Hogares Comunitarios. Et cette évaluation est pratiquement terminée. Nous commençons à avoir quelques résultats. C'est une évaluation énorme avec près de 20 000, un échantillon comprenant 20 000 enfants. Nous avons également des pilotes urbains dans des municipalités où nous avons essayé de mettre en place un programme de randomisation. Nous avons commencé avec la petite ville de Soacha. Là, nous avons mis en place un programme d'enquête randomisée, mais l'échantillon s'est perdu parce que malheureusement dans le milieu d'une campagne politique et avec la campagne politique, ils ont décidé d'étendre leur programme de subvention à toute la population et nous avons perdu notre échantillon témoin. Ensuite, nous avons mis en place une expérience de capital social avec un programme pilote dans la ville de Carthagène parce que nous avions certains modèles dont on nous disait que cela pouvait avoir de gros impacts, donc nous voulions le vérifier. Puis nous avions les services bancaires dans le cadre de Familias in Action, et puis nous avons Familias in Action pour les populations déplacées, avec l'idée selon laquelle, vous savez, nous avons des problèmes de déplacement de population très importants en Colombie, et l'idée était que nous avions besoin de comprendre si Familias in Action était un programme approprié pour venir au secours de ces populations. Donc, nous avons mis en place une évaluation pour voir si Familias in Action pouvait être un mécanisme d'intervention qui puisse aider ces familles, parce que le mandat était de la part du ministère des Affaires sociales que ces populations déplacées soient une priorité dans tous les programmes sociaux. Ensuite, nous avions au niveau des interventions dans la petite enfance, nous avons tiré des enseignements sur le développement cognitif et physique des enfants. Donc voici les différents résultats. Ce que nous voulions, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est l'augmentation progressive des subventions pour l'éducation des enfants quand ils passent du primaire au secondaire. Vous le voyez ici. Nous avions bien entendu différentes municipalités et nous allons voir ce que nous allons obtenir parce que nous avons bien compris que l'expansion urbaine doit être traitée différemment, que nous ne pouvons pas extrapoler les résultats et qu'il nous faut connaître les choses. Donc ici un échantillon mis en place en 2007 et qui permet de contrôler et d'évaluer les deux modalités d'action. Et nous allons essayer de finir cette évaluation. Enfin, pour ce qui est du déploiement du programme,
Nous avons donc publié des rapports qui sont faciles à lire, dans lesquels nous expliquons les enseignements que nous tirons de ces programmes d'évaluation. Et évidemment, cela fait partie de notre travail. Donc, quelques remarques de conclusion, très rapidement. L'institutionnalisation de l'évaluation a permis de focaliser des ressources sur l'évaluation. Nous avons obtenu le support des banques multilatérales et néanmoins, au niveau du gouvernement, maintenant, nous devons démontrer que les résultats, que nous obtenons des résultats à partir de ces investissements. Nous ne pouvons pas simplement laisser ces rapports sur les étagères. Nous devons faire en sorte que ces études aient un impact parce que c'est beaucoup d'argent public dépensé. Les évaluations d'impact ont beaucoup contribué à remettre en perspective ce que nous pensions savoir et cela nous a permis d'opérer des changements à certains programmes afin que ceci soit plus efficace. C'est ce que nous voulions au départ, mais il reste des programmes comme par exemple pourquoi est-ce que ça coûte si cher, ça on le savait déjà. Ça, on pourrait dépenser cet argent pour payer plus de logements sociaux, plus de repas, etc. Donc, nous sommes au milieu de cette discussion, à nous de convaincre les managers et de leur vendre l'évaluation. Et ça fait partie de mon travail, que de leur prouver que c'est utile, que ça nous permet d'améliorer les programmes et que ça leur permet de mieux gérer leurs programmes afin de surmonter les hésitations. Quelquefois, les managers ont peur. À moi, dans ce cas-là, de leur expliquer comment gérer tout cela et de leur montrer que les résultats vont les aider à être plus efficaces. Et c'est donc avec cela que nous nous battons au jour le jour. Il nous faut également motiver les managers pour les engager sur la piste des évaluations. Mais cela ne suffit pas. Il faut également qu'ils comprennent les mécanismes et le pourquoi. Pourquoi ces évaluations sont importantes. Donc, nous devons renforcer les programmes pilotes, nous devons renforcer les simulations, les bonnes simulations, parce que nous ne pouvons pas expérimenter avec tout. Quand vous avez 10 variables sur un programme et 2 choix, cela vous fait trop de combinaisons et à ce moment-là, ça devient très compliqué de tester tout en taille réelle. Donc, on a besoin de simulations et on a besoin de développer des modèles structurels. Il y a également des contraintes de qualité. Quelquefois, il est difficile de randomiser pour des questions politiques et quelquefois, on est obligé de prendre des unités un petit peu plus grandes parce que c'est plus faisable. Et il y a aussi des problèmes d'hétérogénéité. Donc, nous devons résoudre ces problèmes d'ordre méthodologique. Enfin, nous devons également mieux comprendre la réplicabilité et l'extrapolation des résultats à la fois dans le temps et dans des environnements différents. Et enfin, nous savons qu'il faut du temps pour que les programmes aient des actions et que les politiques souvent n'ont pas envie d'attendre. Donc, ils viennent nous voir en disant qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et bien souvent, ils souhaitent prendre des décisions en temps réel. Donc, à nous de complimenter tous les gens qui travaillent à ces évaluations et qui font en sorte que les résultats nous soient fournis le plus rapidement possible. Enfin, ces évaluations d'impact nous donnent des informations, mais ne pourront en aucun cas remplacer la décision politique. Nous sommes dans un contexte où politiquement sensible. Nous sommes quelquefois face à des décisions politiques que nous ne pouvons combattre quand vous avez une campagne politique en cours, quand vous avez à faire face à des expansions très rapides de certains centres urbains. Donc, nous savons que les décisions politiques sont basées sur des arguments et des raisonnements politiques, voire quelquefois économiques, et que nos évaluations d'impact ne pourront jamais les remplacer. Merci pour votre attention. Donc, je souhaiterais donner quelques propos de conclusion en disant que finalement, je pense que vous avez compris l'interactivité entre les différentes parties prenantes. Donc, où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Par rapport au programme CCT, le programme s'est avéré couronné de succès dans certains pays et je suis persuadé que le programme donc, a été développé au départ pour s'appliquer dans les zones rurales
mexicaines et colombiennes et dans les villes de petite taille, mais il faut que ce soit repris pour être appliqué dans les zones urbaines plus grandes. Et en fait, les résultats pour ces grands centres urbains demeurent modestes pour l'heure. Donc il faut vraiment retravailler la structure et les conditionnalités de ce programme si vous le souhaitez, si vous souhaitez ces conditionnalités. Et ces programmes sont un peu plus mûrs et donc il faut regarder les défis qui se profilent à l'horizon, même si ces programmes ont stimulé la demande en matière d'investissement en capital social, mais il faut voir la qualité de ces investissements, il faut voir évidemment les résultats en matière de développement, les services, la qualité des prestations en santé et en éducation. Voici les grands défis soulevés par ce type de programme et que ces types de programmes doivent relever. Alors, je souhaitais en fait jeter une passerelle avec quelques propos de Bertha s'agissant de l'expérience que nous avons glanée en Colombie. Alors, c'est vrai que les résultats ont eu quelques impacts sur la destination de la politique une fois forgée. Alors, Familias est aujourd'hui le plus grand programme de ce type en Colombie. Et ça, c'est une bonne chose, mais c'est aussi une mauvaise chose. Qu'est-ce que j'entends par cela? Alors, ils nous ont écoutés. Ils ont écouté certains résultats. Par exemple, le problème de conflit d'éligibilité entre certaines municipalités. De notre côté, c'était clair. Pour être réaliste, l'extension était justifiée parce que l'évaluation montrait un impact probant. Et le gouvernement vraiment était très ferme à ce sujet. Mais si l'on fait, c'est parce que Familias, à l'instar d'autres programmes, Familias est très rentable. C'est un programme très rentable d'un point de vue politique, pour jouir d'un crédit politique. Et pour Uribe et pour Lula, s'ils souhaitent survivre à la prochaine échéance électorale, il fallait vraiment songer à la position qu'ils allaient prendre par rapport à ces programmes. Et ces programmes vraiment ont joué un rôle prépondérant. Alors moi, j'ai été dans des situations où il s'est avéré clair que le président qui distribue des chèques à la télévision, évidemment, ça peut être très populaire auprès du téléspectateur. Et cela nous amène au sujet suivant, autrement dit, une organisation probante. Parce qu'au départ, la priorité, c'était d'étendre le programme pour recouvrir les éléments les plus visibles. Et j'en prends pour exemple quelque chose auquel Bertha a fait référence, mais les pilotes ont été élaborés à Visacha et suite à cela, son extension pour inclure certains centres urbains, c'était fondé sur une conception randomisée. Mais en 2006, les élections étaient en cours et les gens, en fait, les hommes politiques souhaitaient vraiment étendre, tout inclure. Et de certaines mesures, c'était dommage parce que nous avons glané des données émanant de l'étude de démarrage, mais sachant que tout était dilué parce que tout était étendu pour tout inclure, vraiment, ça a dilué les résultats de base. Donc, Bon, le Mexique était très différent. Évidemment, il y avait ce retour du bateau que j'ai mentionné tout à l'heure, mais ce que nous avons pu constater au Mexique, c'est que ce programme a su s'isoler de la présidence de façon efficace. Mais en Colombie et au Mexique, les inscriptions dans au programme, sont un signe précurseur que l'élection va se tenir. Au Mexique, 9 mois avant toute échéance électorale de grande envergure, ils arrêtent les inscriptions avec l'idée sous-jacente qui est qu'il faudrait vraiment
faire en sorte que ce programme soit isolé du processus politique pour ne pas que celui-ci soit utilisé, exploité politiquement. C'est un coût, mais c'est un coût que nous acceptons. Nous ne pouvons pas lier l'inscription à ce programme au programme politique. Alors, en Colombie, c'est radicalement différent. 6 mois en amont d'une élection, des élections, les inscriptions sont en explosion. Donc c'est vraiment à l'opposé. La situation est très différente en Colombie à l'égard de ce qui se passe au Mexique. Alors 2 ou 3 éléments supplémentaires afin d'éclairer encore davantage le débat. Alors les CCT ont eu un impact très important, mais l'étendue de cet impact n'a pas été pour l'heure étudiée correctement. Alors l'argent déboursé au bénéfice des femmes a un impact significatif et bon nombre d'études le démontrent. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de significatif. Et je pourrais vraiment parler longuement à ce sujet, mais il fallait aussi évoquer le capital social. C'est également quelque chose qui devrait être creusé encore davantage et compris encore davantage. Alors, nous avons parlé longuement des réunions très houleuses, les luttes autour de ces programmes, mais les choses se sont améliorées depuis lors. Alors, je me rends sans cesse à Bogota et je travaille avec le gouvernement colombien à ce sujet. Et je pense qu'il est plus aisé maintenant de vendre, si je puis dire, les évaluations correctes, maintenant qu'il y a 6 ans au démarrage de ce projet. Et nous travaillons sur l'évaluation de grande envergure. C'est un programme qui s'intitule Juntos. Et même s'il existe des problèmes politiques, je pense que le programme que nous avons actuellement, fondé sur la randomisation jusqu'à une certaine mesure, et nous avons pu, la différence par rapport au programme précédent, c'est que nos homologues, les gens avec qui nous travaillons à l'époque, disaient « de quoi vous parlez? Je ne comprends pas ce que vous dites. » Et maintenant, ils disent au contraire, bon, il y a des contraintes politiques, mais essayons ce que nous pouvons faire pour avancer de concert. Merci de votre écoute.